RFI. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 17 février. Vous écoutez RFI. Il est 16h en temps universel, 17h ici à Paris et à Kinshasa. Le journal En français facile. Plusieurs dirigeants européens réunis à Paris ce lundi. Sur la table, la sécurité du continent et la guerre en Ukraine. Alors que les États-Unis font cavalier seul, le Kremlin l'a confirmé, une réunion entre représentants américains et russes va avoir lieu demain. Les chefs d'État présents au sommet de l'Union africaine n'ont pas condamné explicitement le Rwanda pour son rôle auprès du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous écouterons ensemble l'analyse du chercheur spécialiste de l'Union africaine, Paul-Simon Handy. Et puis en Haïti, les gangs prennent pour cible une commune située sur les hauteurs de Port-au-Prince, Kinskov, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, un quartier chic et stratégique en raison de son emplacement. Diane Berger. La sécurité de l'Europe est à un tournant, selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à Paris aujourd'hui pour un sommet informel à l'Elysée. La réunion a commencé il y a à peu près une heure avec les représentants de plusieurs puissances européennes. Un événement organisé en urgence après le discours du vice-président américain J.D. Vance le week-end dernier à Munich. Un discours hostile contre les Européens. Ils ont peur maintenant d'être exclus de discussions importantes, notamment sur la guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt 3 ans. Justement, le Kremlin l'a confirmé. Des délégations de haut niveau venues de Washington et de Moscou vont se rencontrer demain, mardi, à Riyad. Il sera question, entre autres, selon Moscou, de l'Ukraine. Autrement dit, Anissa El-Jabri, il s'agit de commencer à mettre en place le cadre pour débattre du conflit contre Kiev sans les Européens et surtout sans Kiev. Signe que la Russie prend au sérieux ses premiers échanges, seront officiellement présents à Riyad le chef de la diplomatie russe et le sherpa diplomatique du Kremlin. Sur la table, le rétablissement du fonctionnement habituel des canaux diplomatiques officiels entre Moscou et Washington, avec à la clé sans doute un engagement à la fin des expulsions croisées, la réouverture de consulats, par exemple le russe à San Francisco, l'américain à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, il s'agit aussi de préparer une rencontre au sommet Trump-Poutine, sans doute en mars. D'ores et déjà en Russie, certains vont même jusqu'à imaginer un assouplissement très proche des sanctions. La question a été posée ce lundi au porte-parole du Kremlin. Voici sa réponse. Nous n'avons pas vu de rapport faisant état d'un retour des marques occidentales à Moscou, mais le fait qu'elles puissent revenir sur une base compétitive pour continuer à concurrencer les fabricants russes serait une pratique commerciale mondiale tout à fait normale. Une telle concurrence serait dans l'intérêt du consommateur, c'est-à-dire de vous et moi. D'autres se voient déjà dicter leurs conditions au retour en Russie de Visa et Mastercard. En Russie, on jubile de plus en plus ouvertement, sans jamais afficher sur quel sujet on pourrait bien faire un compromis. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI. Du côté ukrainien, justement, Volodymyr Zelensky dit que son pays n'a pas été informé par les États-Unis de ces discussions prévues demain. Il précise aussi qu'il ne reconnaîtra pas un accord sur l'Ukraine négocié sans l'Ukraine. Le même jour demain, il sera de son côté en Turquie pour rencontrer le chef d'État Recep Tayyip Erdogan. L'armée israélienne prévoit de se maintenir dans 5 points stratégiques au Liban, le long de la frontière. Malgré les règles fixées par l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, Israël doit en théorie retirer toutes ses troupes du sud du Liban demain, mardi 18 février, une date limite qui avait déjà été repoussée. Un journal en français facile. Vous écoutez toujours RFI, il est maintenant 17h04 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les hommes du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont entrés pendant le week-end dans la ville de Bukavu. Et lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu le week-end dernier à Addis Abeba, les chefs d'État africains n'ont pas condamné explicitement le rôle du Rwanda. Dans son discours, la chef du gouvernement congolais a demandé aux pays membres de l'Union africaine de dénoncer
quitter le Rwanda, faute de quoi il ne respecterait pas, selon elle, la charte de l'Union africaine. Qu'en pense le chercheur Paul-Simon Handy, spécialiste de l'Union africaine? On l'écoute. Je pense que c'est très clair, il y a une vraie violation de la charte de l'Union africaine. Il y a en effet violation de l'intégrité territoriale du Congo. Mais une fois qu'on l'a dit, il faudrait considérer aussi les griefs de l'autre partie, notamment du Rwanda. Il se passe que le Rwanda se plaint d'une violation d'un principe fondamental de la charte de l'Union africaine, qui est le respect de la dignité, le respect de l'humanité de certaines populations du Congo. Ces deux versions qui souvent sont des récits que les deux pays mettent en avant, sont justement au cœur même de la division des pays africains. Et c'est ce qui rend une décision ou une prise de position claire, notamment une condamnation du Rwanda, extrêmement compliqué, compte tenu du mode de gestion qu'on peut critiquer, particulièrement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Paul-Simon Handy, directeur du bureau Afrique de l'Est et Union africaine de l'Institut d'études de sécurité. Il était l'invité de Arthur Ponchelet dans Afrique Midi. Les Nations Unies lancent un appel pour collecter 6 milliards de dollars de dons pour aider les habitants du Soudan. Le tiers de la population a été chassé de chez elle à cause des combats entre l'armée officielle et les paramilitaires des forces de soutien rapide. 3 500 000 personnes ont dû se réfugier à l'étranger et la famine n'arrête pas de s'aggraver dans le pays. Les gangs haïtiens maintiennent la pression à Kinskov, sur les hauteurs de Port-au-Prince. Un militaire a été tué, 2 autres ont été blessés hier. Bonjour Vincent Souriau. Bonjour. Kinskov est une commune stratégique, c'est l'un des derniers verrous avant la zone verte, le secteur qui abrite le siège du gouvernement d'Haïti, les institutions internationales et le quartier des ambassades. Oui, c'est une commune privilégiée, peuplée de maisons cossues et d'hôtels de luxe, refuge des élites haïtiennes qui viennent s'y promener entre les chalets, flâner dans les boutiques et danser au bal. C'est aussi un carrefour stratégique en raison de son altitude, 1500 mètres de haut. Avec ses collines boisées, Kinskov domine la baie de Port-au-Prince. Si les gangs s'en emparent, ils auront l'avantage du terrain avec une vue plongeante sur les renforts de police qui voudraient rejoindre la zone pour défendre la capitale et protéger son approvisionnement. Enfin, c'est le dernier échappatoire. Les groupes armés contrôlent déjà l'essentiel des axes qui partent de Port-au-Prince. La route de Kinskov a beau être escarpée, à la merci des éboulements poussiéreuses et mal entretenues, de plus en plus d'Haïtiens l'ont emprunté ces derniers mois pour contourner le danger. Si Kinskov tombe, il n'y aura plus d'alternative. Les institutions haïtiennes seront prises au piège et les habitants de cette zone n'auront quasiment plus aucun moyen d'en sortir. Merci beaucoup Vincent Souriau pour ces explications. Mehdi Demouche clame n'avoir jamais été le geôlier de 4 otages français détenus en Syrie. Une déclaration au premier jour du procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris, celui donc des geôliers de 4 journalistes capturés par le groupe État islamique en 2013. Une autre affaire judiciaire en France, plusieurs militants d'extrême droite sont en garde à vue après une agression violente ce dimanche à Paris. À Rambeng, ces personnes sont accusées d'avoir attaqué les locaux d'une association de travailleurs immigrés à l'occasion de la projection d'un film contre le fascisme. Sur les vidéos de l'agression postées sur les réseaux sociaux, on y voit plusieurs individus cagoulés et tous vêtus de noir tabasser une personne dans la cour d'un immeuble. En fait, il s'agit d'un membre de l'ACTIT, l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, qui a été prise à partie par des extrémistes de droite. Ces derniers, dont la police estime le nombre à une vingtaine, ont pénétré de force dans la cour de l'immeuble abritant les locaux de l'ACTIT, où avait lieu une projection d'un film sur le thème de l'antifascisme. Le pronostic vital de l'homme agressé, âgé de 30 ans, a été un temps engagé. Souffrant de plusieurs blessures, dont une plus importante, pouvant être le résultat d'un coup porté par une arme blanche, selon la police, il a été transporté à l'hôpital. Rapidement alertés, les forces de l'ordre arrivées sur place ont pu interpeller 6 des agresseurs, actuellement placés en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est ouverte par le parquet de Paris. Il est maintenant quasiment 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Si vous souhaitez vous entraîner en le réécoutant, c'est sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Merci beaucoup d'écouter la radio du monde.